Parfait. So, let's start. Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, dans ressources, on avait vu un peu Git et GitHub, on avait vu les fondamentaux de ces deux outils de versionning et de collaboration. Alors, j'ai eu quelques feedbacks. Oui, quelqu'un lève la main. Oui, vas-y, Monsieur Aruna, vous voulez prendre la parole? Ok, d'accord. Ok, donc je continue. Donc je disais, la dernière fois, on avait vu les fondamentaux de Git et de GitHub, ces deux outils de versionning et de collaboration. Alors, je vais pas faire un rappel parce qu'on est déjà très en retard, mais j'ai eu un feedback de personnes qui m'ont demandé est-ce que je pouvais montrer rapidement comment faire un pull request sans forcément passer par les commandes que je vous ai montrées dans la dernière séance. Donc, ce que je vais faire rapidement, je vais vous montrer concrètement comment faire un pull request. Donc, sur GitHub, par exemple, pour soumettre quelque chose dans le repo. Donc, très rapidement, en 2 minutes, regardez, je rentre sur le repos officiel. Zamspeed, c'est ça. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, la première étape, en fait, pour faire un pull request, c'est de forker le repos. Le fork, c'est en fait un clonage. Donc, vous clonez dans un premier temps le repos. Là, vous voyez le repos, il est à mon nom. Donc, Anne Tudré est le nom du repos. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de forker le repos, comme on l'avait vu. Donc, je peux le faire maintenant. Là, c'est vrai que c'est mon repos. Je vais le forker, mais ça va devenir un clone de ce repos à mon nom. Mais si vous le faites, ça sera en votre nom. Donc, rapidement, je continue. Alors, please choose the owner. Alors là, je peux mettre directement test. Je sais pas si il va marcher même. Je pense pas qu'il va marcher. Il va pas marcher. Je savais. Alors, je vais le mettre sous le nom de quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Ok. Voilà. Donc là, je l'ai forqué. Bien sûr, c'est pas à mon nom. C'est au nom de... On va supposer que c'est au nom de quelqu'un d'autre. Donc, imaginez, là maintenant, je veux faire des changements. Donc, là, imaginez, je veux faire, ajouter le résumé de ce cours qu'on est en train de faire ce soir. Donc, je vais rentrer tout simplement dans communauté. Ensuite, AUBM Marrakech, bien sûr. Et ensuite, notes participants. Donc, les notes des participants. Là, j'ai donné en fait un exemple. Par exemple, là, bon, juste votre nom, votre prénom. Par exemple, je peux faire, je rentre ici, exemple élève. Et ici, c'est un fichier Markdown. Comme je vous l'ai dit, le fichier Markdown, c'est tout simplement comme un fichier texte en fait. Sauf que vous allez formater ça d'une certaine manière. C'est très simple. Par exemple, je peux le modifier. Juste, imaginons, j'ajoute, voilà, j'ai modifié ce fichier. J'ai modifié ce fichier. Donc, j'ai fait une modification. J'enregistre, donc je fais un commit. Donc, c'est-à-dire, je fais un enregistrement de la modification que je viens de faire. Donc, si ça c'est bon, donc, le commit a été effectué. Donc, je vais retourner là. Vous allez voir, ils ont dit, il y aura un changement qui a été fait il y a quelques... Bon, maintenant. Donc, j'ai fait un changement maintenant dans ce répertoire. Update, semaine 1. Donc, si une fois que ça c'est fait, vous allez voir, c'est écrit juste en haut là. Vous voyez, this branch is... Bon, si vous avez votre truc en français, ça sera plus compréhensible. Donc, cette branche a un commit en avant par rapport à la branche principale que vous avez forquée. Et tout simplement, pour contribuer ou pour ajouter votre travail, en fait, quand je dis ajouter votre travail, c'est quoi? C'est-à-dire synchroniser le clone que vous avez eu à faire, le repos qui est en votre nom, et le mien, donc le repos principal du cours, tout simplement ce que vous allez faire là, donc au niveau de cette section contribute. Donc ensuite, ils vont vous proposer ouvrir un pull request. Donc open pull request. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez juste mettre un petit résumé. J'ai vu que certains l'ont déjà fait, juste pour tester, mais quand même, vous pouvez le faire pour les cours. Donc je mets juste un test là. Et create pull request. Donc vous allez créer le pull request. Et simplement, si vous voyez là, c'est toujours, bon là il m'a dirigé directement vers moi mon repos, mais je peux le voir. Par exemple, si moi je rentre sur mon repos, j'ouvre là, alors pull request, simplement, donc vous voyez, c'est le pull request que je viens de faire, résumé, test. Et bien sûr, je peux le merger. Par exemple, si je fais un merge, il va automatiquement enregistrer votre pull request, c'est-à-dire votre proposition, votre travail dans mon repos principal. Tout simplement, c'est ça. Je pense que ceux qui m'ont posé la question, ça doit être clair maintenant. Donc, parce que j'ai vu, il y a certains qui l'ont fait, qui ont fait ça en même temps. Même d'autres ont fait ça en même temps que la séance la dernière fois. Donc, si c'est toujours pas clair, bon,
je peux vous guider individuellement, mais bon, pour ne pas perdre du temps, je vais aller rapidement au programme de ce soir. Donc, alors, je reviens là. Donc, là, on a vu dans la première partie, dans le premier module, généralement c'est le module de généralité, d'introduction à Python. Donc on a vu c'est quoi Python, etc. Ensuite, on a fait un petit détour vers Git et GitHub pour apprendre ces outils de collaboration. Donc maintenant, on va revenir sur notre programme principal et le deuxième point, ou disons le deuxième chapitre de ce module, c'est l'installation de Python. Je sais que la majorité, là, près de la moitié, plus même de la moitié, ont déjà installé Python. C'est pas grave, je vais remontrer rapidement les étapes d'installation de Python. Si vous n'arrivez pas à suivre avec moi, vous pouvez le faire après en revisionnant la vidéo ou bien simplement, bon, je pense qu'il y a plein de tutos sur YouTube pour monter l'installation. Mais je ne veux pas perdre le temps dans l'installation de Python parce que bah, je pense que la plupart, ils ont déjà fait ça. Donc, mais d'ailleurs, avant d'installer Python, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé pour ce soir. Donc, c'est le chapitre 2, installation de Python. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est quoi? Je vais vous introduire parce que il y a beaucoup, c'est leur première expérience en programmation. Je sais qu'il y a des gens qui font la pharmacie, la médecine et tout ça. J'ai vu d'autres aussi qui m'ont dit qu'ils font la biologie. Donc, peut-être ils n'ont jamais programmé ni en C, ni en C++. Ils savent même pas c'est quoi ça, VS Code, c'est quoi un environnement de développement. Donc, très rapidement, avant d'aller aux étapes d'installation de Python et au premier programme, parce que également, ce soir, on va introduire ça, on va introduire le premier programme. Donc, puisque ça, je devais faire installation la séance dernière et ensuite faire cette introduction, cette séance. Mais je vais faire les deux en même temps. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous introduire dans cette séance aux IDE de Python. Donc, les IDE les plus populaires, bon, c'est pas forcément les plus populaires parce que ça change au fil des années. Vous avez même vu le classement de Python, ça change, le classement des langages de programmation les plus populaires, ça change au fil des années. Donc, la popularité, ça dépend en fait. Donc, ça dépend de l'utilisation des gens. Moi, j'ai juste choisi ici les IDE qui me plaisent le plus et qui sont selon moi les plus utiles à savoir. Les autres, bon, c'est juste des trucs fancy, c'est pas obligé. De toute façon, vous allez juste installer un seul éditeur de code. Bon, d'ailleurs, juste ne pas faire amalgame entre IDE et éditeur. On va voir ça, ne vous en faites pas. Donc, ensuite, je vais vous montrer comment installer Python rapidement depuis la source. Ensuite, on va voir c'est quoi un environnement virtuel. Bien que ces deux parties, les deux derniers points, environnement virtuel et package managers, c'est-à-dire manager de package, je vais juste brièvement introduire ça, mais on va revoir ça parce que ça concerne plus la partie programmation orientée objet. Donc, on va revenir on va revenir à ça au niveau de la programmation orientée objet, surtout cette partie, surtout les environnements virtuels et package managers. Parce que package manager, c'est pour dire comment tu gères en fait les packages que tu importes. Mais pour pouvoir savoir c'est quoi un package, comment importer un package, il faut avoir vu la programmation orientée objet. Donc, c'est un peu ça. Donc, très rapidement, on commence avec le premier grand point, les IDE de Python. En fait, IDE, en anglais, c'est... en fait, en français même d'ailleurs, c'est environnement de développement. Environnement de développement intégré, mais en anglais c'est Integrated Development Environment, donc Integrated Development Environment. Tout simplement, qu'est-ce qu'un IDE? C'est tout simple, disons juste c'est un logiciel. C'est un logiciel qui permet d'écrire du code. Pas seulement du code Python, ça peut être du code C, du code C++, du code Java, tout ce que vous voulez. Tout simplement, c'est une interface, donc une interface qui va vous permettre par exemple de créer un nouveau fichier pour écrire vos codes, de faire des modifications de ce fichier, d'enregistrer le fichier, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est juste, par exemple là, vous voyez là où je suis, là où je travaille actuellement, c'est un environnement de développement, c'est un IDE, c'est VS Code. On va parler longuement de VS Code tout à l'heure. Donc c'est ça. Mais en fait, il y a deux notions ici dont il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle un IDE, donc le premier point c'est un IDE, et la deuxième notion c'est éditeur de code. Les deux notions sont presque similaires, mais il ne faut pas faire l'amalgame. Donc revenons d'abord avant de passer à c'est quoi un éditeur de code. Donc je continue avec IDE. Donc en fait, qu'est-ce que propose un IDE? Un IDE en fait c'est, comme je l'ai dit, c'est un logiciel, c'est un environnement, mais en fait c'est un environnement qui est complet, c'est-à-dire vous allez retrouver plusieurs choses. Je vous ai donné des exemples, ajouter des fichiers, supprimer des fichiers, éditer des fichiers. Mais en fait, souvent, pour coder, il suffit pas juste de créer un fichier et de commencer à écrire du code. Non.
déjà, imaginez, vous écrivez du code Python, pour ceux qui ont déjà vu, ou bien du code C++, sans, par exemple, la syntaxe, ou je vais dire, vous écrivez, et en fait, c'est comme du texte brut. Déjà, même, quand vous lisez du texte brut comme ça, si je ne formatais pas ça comme ça serait très vilain à voir. Donc, imaginez, je vous donne le cours, c'est du texte brut. De A à Z, c'est juste des mots qui sont euh, enchaînés. Donc, vous voyez que c'est pas du tout convivial, c'est pas du tout joli à voir. Donc, en fait, un IDE, ça permet en fait de voir clairement la syntaxe d'un langage de programmation donné. Donc, il y a ça. Donc, il y a en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle la coloration syntaxique. Donc, chaque langage a une syntaxe particulière. Donc, par exemple, je vais ouvrir une parenthèse. Par exemple, créer une fonction. Une fonction, bien sûr, on va voir c'est quoi. Donc, une fonction, le nom de la fonction, bah, ça peut être en rouge. Ensuite, le contenu de la fonction, ça peut être d'une autre couleur. En fait, ça permet de valoriser, de mettre en syntaxe certains points pour faciliter, c'est surtout pour faciliter la lisibilité, en fait, du code. Je sais pas, quelqu'un a levé la main? Oui, elle peut aller. Qui a levé la main? Norbert, le- t'inquiète. Alors, ok, so, personne n'a levé, donc je continue. Donc je disais entre-temps que un IDE en fait, comme je le disais, c'est un environnement qui est complet. Donc déjà, il y a la coloration syntaxique qui permet en fait de faire la différence entre différentes parties du code. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autocomplétion. Aujourd'hui, bon, avec les outils d'IA générative, on peut facilement générer du code, on peut facilement auto-compléter en fait le code. Mais avant qu'on ait tous ces outils d'IA générative, les IDE pouvaient déjà faire ça. Mais en fait, c'est pas une génération de code, mais c'est plutôt comment je vais dire ça. En fait, c'est une complétion. Par exemple, vous allez commencer à écrire. Imaginez, vous écrivez dans Python, il y a la syntaxe function pour créer une fonction. Donc, par exemple, vous allez écrire function, vous allez commencer F UN et il va compléter en même temps le mot. Donc, c'est-à-dire les mots qui sont intégrés dans le langage Python, quand vous commencez à l'écrire, il complète ça automatiquement. Donc, ça, c'est un des features, une des caractéristiques des environnements de développement des IDE. Ensuite, il y a un debugger. Alors, un debugger, tout simplement, c'est quoi? Quand vous écrivez du code, bah, c'est sûr que c'est pas toujours du code parfait. C'est-à-dire, vous allez écrire je sais pas, un code pour faire une certaine tâche donnée, mais il y aura des erreurs dans ce code. Mais maintenant, comment vous allez savoir qu'il y a une erreur dans ce code? Comment vous allez trouver l'erreur? Donc déjà savoir qu'il y a une erreur, comment trouver là où il y a l'erreur, c'est-à-dire la ligne ou la partie où il y a l'erreur. Donc tout ça, c'est le debugger qui permet de faire ça. C'est ce qu'on appelle debugging en anglais, donc le débugage. Donc ça aussi c'est intégré dans les IDE. Alors autre chose, la mise en forme automatique. On va voir plus tard avec Python que la mise en forme, elle est très importante. Contrairement dans certains langages comme le C ou le C++, où bon, vous allez avoir une syntaxe beaucoup plus rigoureuse avec des parenthèses ou des curly brackets, comment on appelle ça? Curly brackets, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Ce symbole-là. Oui, non, pas des parenthèses. C'est quoi le curly brackets? Euh, curly. Et j'ai oublié le nom de ça. Ah, des accolades, c'est ça. Voilà, donc c'est le mot que je cherchais. Donc je disais, comme dans certains langages, c'est strict, c'est-à-dire on a des accolades, des parenthèses. Avec Python, la syntaxe en fait repose sur des indentations. Bien sûr, on va le voir, ne vous en faites pas. Donc en fait, c'est pour vous dire en fait qu'un IDE, c'est un environnement, c'est un logiciel qui est complet, qui comprend différents trucs. Donc ça peut être la coloration syntaxique ou la mise en forme syntaxique, l'autocomplétion, c'est-à-dire vous commencez à écrire du code et il vous complète en fait, ou vous commencez à écrire un mot, il vous complète ce mot. Le débugger pour vous permettre en fait de détecter les erreurs, trouver d'abord qu'il y a une erreur et où est-ce que se trouve cette erreur là, et enfin la mise en forme. Donc voilà, tout ça ce sont
les features d'un IDE. Et en fait, j'ai enlevé ça. Je vais vous montrer en fait à quoi sert vraiment un IDE concrètement. Donc, ce que je vais faire, en fait, on n'a pas encore vu un premier programme en Python, c'est pas grave, mais je vais vous montrer en fait un exemple de programme en Python sans un IDE, c'est-à-dire vous allez utiliser un éditeur de texte classique qui est dans votre PC et le même code intégré dans un IDE. C'est-à-dire vous allez utiliser un IDE pour écrire ce code-là. Et vous allez voir qu'il y a une très très grande différence entre les deux. Surtout côté lisibilité. Parce que, en fait, le code Python, vous pouvez écrire ça sur un... Regardez, je prends par exemple mon notepad, mon bloc-notes. Donc, alors, oups, je crée un nouveau fichier rapidement. Donc, je prends mon notepad et qu'est-ce que je fais? Je dis, alors, je vais écrire un petit code Python. Voilà, regardez. Déjà, j'ai fait print. Print, en fait, c'est juste pour afficher. On va le voir. Donc, j'ouvre une parenthèse. Il me l'a pas fermé automatiquement. J'ouvre un guillemet. Il me l'a pas fermé. Et je dis, par exemple, mon premier programme. Donc, mon premier programme. Et là, je suis obligé de fermer moi-même. Je suis obligé de mettre la parenthèse moi-même. Alors, par exemple, je vais définir une fonction. Donc, une fonction Python. Ne vous en faites pas, même si vous ne comprenez pas la syntaxe. C'est juste pour vous montrer, en fait, l'utilité d'utiliser un IDE pour écrire du code. C'est pas seulement du code Python, n'importe quel code. Donc, par exemple, je mets def, juste exemple fonction. Je mets ici fonction, exemple. Donc, non. Donc, je mets par exemple là, il prend arg, donc j'écris ça. Donc là, c'est la syntaxe pour écrire une fonction. Il va me ramener à la ligne, donc je dois là même, ça va pas marcher. Vous voyez, c'est très très difficile d'écrire du code avec un bloc-notes simple. Donc je vais encore ici ma fonction. Donc, ma fonction, je suis obligé de fermer ça. Ça, par exemple, c'est un code Python. Je vous assure, si je l'exécute, on va voir comment installer Python plus tard. Moi, j'ai déjà Python installé. Je vais essayer de l'exécuter. Il va marcher correctement, même si j'ai utilisé un bloc-notes. Donc, par exemple, je vais dans Bureau. Je dis exemple Python. Exemple.py. Donc, je l'enregistre comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ma fonction. Donc, elle est là. Elle est où? Elle est là. Donc, exemple Python. Ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer de l'ouvrir ou bien je l'amène directement sur VS Code. Je l'amène là. Alors, la introduction, je l'ai mise là. Donc, là, bon, vous êtes déjà spoilé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer là d'exécuter le code. C'est le même, ça c'est le même code. C'est vrai que déjà il y a la coloration syntaxique, vous voyez déjà, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'exécuter le code. Alors, module, ensuite, module 00, introduction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter le fichier que je viens d'ajouter. Ouais, c'est ça. Python exemple.py. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté, bon, ma première ligne, donc, il m'a affiché mon premier programme. Donc, comme je vous l'ai dit, la syntaxe, pour l'instant, c'est pas important. Je veux juste, en fait, vous montrer l'utilité d'avoir un éditeur de code. Je vais faire fonction exemple et je mets, par exemple, bon, l'argument, c'est même pas la peine ici. Donc, j'appelle juste ma fonction, juste pour qu'il m'affiche. Voilà, donc il m'a affiché mon premier programme, il m'a affiché ma fonction. Donc ça, regardez, maintenant, on va faire juste une petite comparaison. Regardez ça. Regardez le programme que j'ai écrit avec mon bloc-notes. Donc le bloc-notes du PC, hein, c'est pas un logiciel Fantasy ou quoi que ce soit, c'est juste le bloc-notes du PC. Et là, c'est le même fichier, mais cette fois-ci affiché avec VS Code, qui est un IDE, un environnement de développement intégré. Regardez la différence. Il y a une très grande différence en matière de lisibilité. Il y a pas photo, il y a même pas à comparer. Là, vous voyez, et certaines fonctions, donc les fonctions clés sont codées enfin, sont affichées en jaune, et les chaînes de caractères, ce qu'on appelle les strings, sont affichées, on va dire, en orange, et les mots-clés, def et autres sont affichés en bleu. Donc vous allez voir, une fois que vous commencez à écrire du code Python avec un IDE, ça vous facilite en fait la lisibilité. Donc ça,
ça vous montre déjà l'utilité. Donc, en fait, je voulais rajouter ces deux photos-là ici. Je vais les rajouter, c'est pas grave. Donc, pour vous montrer euh, un exemple de code sans la coloration syntaxique et un exemple de code avec la coloration syntaxique. Alors, je continue. Donc ça, ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est quoi? C'est un IDE. Donc, retenez juste un IDE. C'est juste un logiciel, si vous voulez une interface graphique qui va regrouper un ensemble d'outils. Il y a beaucoup d'autres outils dans les IDE. Je vais pas parler longuement en fait ici, mais je vais vous montrer également quand on va arriver à la partie de VS Code, je vais vous montrer en fait les features, les différentes fonctionnalités de certains IDE, notamment VS Code. Ok, je continue. Maintenant, je vous ai dit en fait de ne pas faire l'amalgame entre un IDE, un environnement de développement intégré et un éditeur de code. En fait, à la base, je pense que j'aurais dû commencer par éditeur de code parce que c'est le plus simple. Un éditeur de code, c'est tout simplement comme un éditeur de texte. Simplement, c'est ça. Et l'éditeur de code, généralement, ce qu'il offre, c'est des fonctionnalités très basiques. Par exemple, la fonctionnalité qu'on a vue ici, la coloration syntaxique, l'éditeur de code offre cette fonctionnalité-là. La mise en forme automatique, il offre, par exemple, quand je parle de mise en forme automatique, regardez, si je fais def une fonction, bon, là, il y a l'IA de Copilot qui me propose, j'y vais quand même. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, déjà quand je quitte là et je reviens à la ligne, il donne l'indentation directement. C'est-à-dire il me facilite. Bon, il y a un peu de d'IA qui a ajouté, raison pour laquelle il me propose en fait les trucs. Mais en fait, généralement avec les éditeurs de code, c'est comme ça. Donc ça vous permet en fait facilement d'écrire la syntaxe sans vous casser la tête. Vous rappelez quand j'ai voulu écrire ça, quand je reviens à la ligne, voilà, quand je reviens à la ligne, il me ramène complètement à la ligne. Alors que moi je veux continuer en fait sur le même alinéa que la première ligne que j'ai écrite ici. Mais en fait, c'est ça. Avec les éditeurs de texte simple, vous pouvez pas avoir ça. Mais par contre, avec les éditeurs de code, ils offrent cette fonctionnalité-là. En plus de la coloration syntaxique et de la mise en forme automatique, les éditeurs de code simples, ils offrent un support en fait multilingue, en fait, multilangage plutôt. Donc multilingue c'est pour les langues parlées. Donc multilangage, c'est-à-dire vous pouvez utiliser un éditeur de code pour le Java, le C, le C++, etc. Et je vais vous montrer tout à l'heure un exemple d'éditeur, enfin, exemple d'éditeur de code. Et maintenant, vous vous demandez, c'est sûr que si je ne le dis pas, vous allez me demander c'est quoi la différence maintenant, c'est quoi concrètement la différence entre un IDE et un éditeur de code. Comme je vous l'ai dit dès le départ, l'IDE, il va regrouper en fait un ensemble de fonctionnalités supplémentaires que l'éditeur de code simple ne possède pas. Par exemple, VS Code, c'est un IDE, c'est-à-dire il va posséder plusieurs fonctionnalités intégrées, ce qu'on appelle des plugins, intégrer des extensions et tout ça. Je vais y revenir, je ne veux pas sauter les étapes. Mais un éditeur de code, tout simplement, il va vous offrir. L'éditeur de code, en fait, c'est ça. J'ai désinstallé l'éditeur que j'avais. Il y a des trucs de Spider, Anaconda et tout ça. Donc, l'éditeur de code, en fait, c'est comme un éditeur de texte là, mais juste quand vous allez commencer à écrire les codes, voilà, il va vous faciliter avec la coloration syntaxique, il va vous faciliter avec la mise en forme, il va vous faciliter, bon, ça dépend aussi du langage, des langages supportés par ça, mais l'IDE, c'est tout un environnement complet, en fait, voilà. Donc, tout simplement, l'IDE, et en fait, généralement, vous allez voir l'IDE, un environnement de développement intégré, il y a une partie éditeur de code, parce que si tu peux pas éditer le code, à quoi sert l'IDE en fait? Donc c'est juste pour dire, un IDE, c'est juste un éditeur de code avec des fonctionnalités supplémentaires, tout simplement. Et voilà, lequel choisir, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous voulez faire déjà, de la capacité de votre PC et tout ça. Donc j'ai juste fait un petit résumé là. Donc l'IDE, il est complet, donc écriture, exécution, débugage, alors que l'éditeur de code, c'est principalement pour écrire du code. Il n'y a pas de fonctionnalité fantaisiste supplémentaire. Bon, souvent c'est pas fantasy, souvent aussi c'est très utile. Surtout même pour les débutants, si vous utilisez un éditeur de code brut, simple, ça peut, en fait, la courbe d'apprentissage, elle est très raide. Donc, alors que si vous commencez directement avec un IDE comme VS Code, ça vous facilite la tâche. Deuxièmement, en termes de performance, alors, là, il y a une très grande différence parce que vu que l'IDE, c'est un éditeur de code avec des fonctionnalités supplémentaires, bien sûr, c'est plus lourd. Par contre, un éditeur de code simple,
il est léger. En termes de flexibilité, bon, voilà, il est moins personnalisable, l'IDE. Par contre, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui ont un très fort background informatique. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent en fait utiliser un IDE open source et faire des modifications de l'interface graphique et tout ça. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, enfin, la vraie question, c'est lequel choisir. Simplement, ça va dépendre. Donc, pour des projets complets, des applications complexes, il faut aller avec un IDE. Et pour des trucs rapides, des scripts rapides ou un développement léger pour écrire un petit code, Python ou en C ou en C++, vous pouvez aller avec un éditeur de code simplement. Mais comme je le disais tantôt, en fait, c'est toujours mieux dès le départ, dès maintenant, d'installer un IDE qui est complet, qui offre des fonctionnalités avancées pour commencer. Donc, même pour commencer. Parce que si vous commencez avec un éditeur de code simple, vous serez un peu limité en fait. Et c'est sûr qu'après, vous allez vouloir migrer vers un IDE. Mais bon, tout ça, c'est juste une introduction pour que vous ayez une idée en fait. De toute façon, il y aura des exemples tout à l'heure pour ceux qui ont déjà utilisé des IDE ou des éditeurs de code, mais qui ne connaissent pas la différence. Alors, ici, je vais parler en fait de quelques outils, des outils populaires en fait d'IDE. Donc là en fait j'ai montré ici c'est plus des IDE. Par contre le dernier on va en reparler longuement, surtout pour ceux qui veulent s'orienter côté IA et data science. Donc alors le premier, comme je l'ai dit, en fait c'est pas les outils les plus populaires. Je pense que ça a changé récemment. Il y a des outils qui ont une cote de popularité plus grande maintenant que PyCharm par exemple. Spider, il est assez populaire. Il y a d'autres outils en fait qui sont plus populaires que ceux que j'ai cités ici. Mais pour moi, je pense que ça reste la base. Et de toute façon, je vais juste vous conseiller d'installer un seul. Et bien sûr, ça sera VS Code. C'est le plus utilisé par les développeurs aujourd'hui. Donc le premier outil, le premier IDE que je présente ici, c'est PyCharm. PyCharm, en fait, c'est un IDE spécifiquement conçu pour Python. Donc, c'est ça, ça a été développé par l'entreprise JetBrains. Et en fait, c'est largement utilisé. Je pense que c'est l'un des premiers éditeurs de code pour Python. Donc, en fait, il y a deux versions de PyCharm. S'il y a des gens, moi, quand j'ai commencé, par exemple, avec Python, j'ai pas commencé directement avec VS Code. C'est PyCharm que j'ai utilisé en premier. Bon, peut-être c'est un attachement sentimental. C'est la raison pour laquelle je le présente ici. Donc, parce que, en fait, je pense pour les débutants, je veux pas dire c'est plus facile pour les débutants, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Par exemple, PyCharm a des fonctionnalités que VS Code n'a pas. Je vous parlais tantôt dans l'introduction, je vous ai un peu teasé qu'on va voir les environnements virtuels. En fait, un des avantages de PyCharm, c'est que quand vous créez un nouveau projet, il va vous créer automatiquement, disons, un environnement virtuel. On va voir en fait c'est quoi un environnement virtuel tout à l'heure. Mais en fait, il va vous créer, en fait, c'est automatique. Donc, dès que vous créez un nouveau projet, vous créez ça, vous exécutez vos codes, vous installez vos librairies, etc. Mais par contre, quand vous utilisez VS Code, c'est très différent. Donc, ça dit, quand vous utilisez VS Code, vous allez devoir, par exemple, créer votre environnement virtuel, installer les packages que vous voulez, activer l'environnement virtuel. Vous allez configurer un tas de choses avant même de commencer à faire le développement. Donc, l'utilisation d'un outil par rapport à un autre, ça dépend carrément de votre niveau et de vos préférences et de ce que vous voulez faire en fait. Voilà, donc PyCharm, comme je le disais, il y a deux versions. Il y a la version gratuite Community et il y a la version payante Professional. Bon, on n'est pas des professionnels pour se casser la tête à avoir la version payante. Donc, généralement, la version gratuite, elle est suffisante. Pour l'installer, bon, pour ceux qui veulent peut-être le tester. Et alors, j'ai oublié quelque chose. PyCharm, c'est vrai que ça facilite la tâche, ça facilite la vie pour les débutants, mais je pense qu'il est plus lourd que VS Code. Il est très lourd, surtout pour ceux qui n'ont pas un PC avec une RAM assez conséquente. Ça, c'est très gourmand en ressources. Donc, PyCharm, c'est bien. Et franchement, pour les débutants, c'est celui que je vais conseiller pour les premiers codes et tout ça. Et c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, peut-être pour ceux qui veulent voir PyCharm, si je tape PyCharm tout simplement sur mon navigateur, PyCharm, c'est ça. Donc, alors, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré sur ce site close.
Si vous voulez par exemple installer, vous allez dans Download sur le site officiel et vous allez voir forcément ils vont vous présenter. Alors bien sûr, à chaque fois que vous voulez installer un logiciel, ça dépend de votre OS, de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, sur macOS, notamment un MacBook ou bien sur Linux. Bon, je pense que la plupart de nous on est sur Windows, hein. Donc là, quand vous allez, enfin ici directement c'est la version Community donc que vous allez installer. Donc vous voyez, il y a PyCharm Community et il y a PyCharm, voilà, l'édition Community et il y a pas, alors ils l'ont pas listé ici. Ok, Community, alors oui. Alors ils n'ont pas listé le PyCharm. Oui, bon, je pense Community, oui. La version La version professionnelle n'est pas là. Mais c'est pas grave, on s'en fout de la version professionnelle. Donc, pour ceux qui veulent installer PyCharm directement, allez-y avec la version community. Donc, avec Windows, tout simplement, je ne vais pas le télécharger moi-même parce que ça va me demander. Il pèse plus de 600 mégas, presque 1 giga. C'est ce que je vous disais. Il est très lourd, même pas en termes d'espace de stockage de l'application, mais aussi quand vous le lancez, la consommation au niveau de la mémoire RAM, elle est très énorme en fait. Voilà. Donc, je continue. Donc, PyCharm, bon, comme je l'ai dit, il y a des points forts, autocomplétion assez intelligente, débogueur graphique, ouais, ça, effectivement, ça, c'est très performant. La gestion native, c'est ce que je vous disais tantôt, la gestion native des environnements. En fait, c'est mon coup de cœur, en fait. En fait, c'est la fonctionnalité qui me fait plus admirer PyCharm. Donc, quand vous créez un nouveau projet directement, vous vous cassez pas la tête à créer un environnement virtuel, activer l'environnement, configurer l'environnement, désactiver après. Donc, c'est très... Avec VS Code, vous allez devoir... On va tous utiliser VS Code, mais vous allez devoir faire ça à chaque fois, en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, avec PyCharm, vous vous cassez pas la tête pour ça. Mais bon... on va y aller. Les limites, chargement parfois lent, très lent. La consommation de mémoire élevée, je le disais tantôt. Et il y a certaines fonctionnalités aussi qui sont uniquement réservées à la version professionnelle, la version payante en fait. Alors, on passe ensuite aux favoris de la communauté. Je passe celui-là là. VS Code. Donc, Visual Studio Code, en abrégé VS Code, on dit VS Code, VS Code. En fait, tout simplement, c'est un éditeur de code qui est gratuit, open source, développé par Microsoft. Et l'un des points forts, l'un vraiment des points forts de VS Code, ce qui fait d'ailleurs sa popularité, c'est le fait qu'il soit gratuit et open source, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités. Et vous savez, en informatique, la notion d'open source, elle est vraiment très importante. Les développeurs, les informaticiens, ils aiment ce qui est open source. Pourquoi? Tout simplement parce que ils peuvent analyser le code source eux-mêmes, ils peuvent modifier le code source, apporter des améliorations. C'est clean en fait. C'est sûr que voilà, s'il y a des problèmes, il y aura des contributeurs pour résoudre ces problèmes. Si tu as un problème, par exemple, tu peux aller sur un forum, enfin, sur le forum ou la section issues du GitHub de ce projet-là. Tu vas poser une question, ils vont te répondre très rapidement. Donc, en fait, c'est ça qui fait la force des outils open source dans l'écosystème informatique. Et justement, c'est ça aussi qui fait la force d'un outil comme Visual Studio Code. Donc, et aussi, VS Code, c'est pas seulement utilisé pour un langage spécifique. Vous pouvez utiliser VS Code pour presque tous les langages, à ce que je sache, sauf peut-être des langages plus, disons, bas niveau. Bon, pas forcément bas niveau, mais en tout cas, la plupart, je dirais presque 80% vous pouvez programmer avec presque 80% des langages de programmation. Donc, vous pouvez utiliser VS Code en fait pour ça. Je pense que à ma connaissance, les seuls langages que vous pouvez pas forcément utiliser directement avec VS Code, c'est peut-être de l'assembleur. Ça, c'est compliqué. Peut-être du Java, c'est possible, mais avec Java, on va vous conseiller, un professionnel va vous conseiller d'utiliser un autre outil pour le Java. Donc, en fait, VS Code, c'est pas juste pour vous dire que VS Code, c'est pas seulement du Python. Les gens utilisent VS Code pour du C++, du C, etc. Donc, il est très léger. Il y a les terminaux qui sont intégrés. On va voir tout ça. C'est quoi un terminal? Intégration Git native. Ensuite, il y a les extensions. C'est en fait ça qui fait surtout la force
Enfin, c'est l'une des forces de VS Code, ce sont les extensions. En fait, une extension, je vous disais tantôt que un IDE, c'est, on va dire, c'est un éditeur de code avec des fonctionnalités supplémentaires. Et justement, l'une de ces fonctionnalités pour VS Code, ce sont les extensions. Les extensions, en fait, c'est quoi? On va venir là. Donc, en fait, ce sont des, on va dire, ce sont comme des petites, des branches de, je sais pas quoi je vais prendre comme exemple de ça. En fait, c'est comme si vous avez le VS Code principal, sans rien, vous écrivez du code. VS Code nativement, c'est un éditeur de code, c'est pas un IDE. Mais si vous installez des extensions, là, ça devient carrément tout un IDE parce que là, vous ajoutez des fonctionnalités. Donc, c'est comme si vous avez un éditeur de code et vous essayez de brancher à cet éditeur-là différentes fonctionnalités. Par exemple, bon, je vais pas prendre un truc très compliqué, Docker. Alors, je prends quoi comme, voilà, Jupyter aussi, ça sera un peu, par exemple, là, Python. Donc, je cherche Python. Python. Voilà. Donc, par exemple, ça, en fait, c'est le débugger de Python. Donc, imaginez quand vous installez VS Code tout nouvellement, tout fraîchement, vous n'allez pas avoir accès à certaines fonctionnalités. Mais avec les extensions, vous pouvez intégrer ces fonctionnalités-là dans votre VS Code. Par exemple, Python Debugger. Je vous ai dit tantôt, un debugger, c'est ça qui permet de détecter et de corriger les erreurs, les potentielles erreurs dans votre code. Donc, par exemple, ça, c'est un debugger de Python. Pour moi, je l'ai déjà, bien sûr, parce que je code régulièrement avec Python, il faut détecter les erreurs. Mais par exemple, quand vous installez Python, VS Code nouvellement, vous n'allez pas avoir accès à ça. Et les extensions, c'est ce genre, en fait, c'est juste un seul exemple d'extension, mais il y en a des milliers. Il y a des milliers d'extensions. Peut-être pour je sais pas, du C ou du C++, vous allez avoir besoin. Par exemple, je fais C++, par exemple. Vous allez avoir des extensions pour C++, voilà. Donc pour chaque langage que vous voulez utiliser, il va y avoir des extensions que vous allez devoir installer pour pouvoir en fait profiter pleinement des fonctionnalités ou de l'apport supplémentaire de VS Code. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment ça qui fait, en fait, c'est pas ça seulement. Je vous l'ai dit, l'open source, ça joue vraiment un rôle. Et aussi, il y a les extensions. Donc voilà. Donc c'est un peu ça sur VS Code. Il y a un système, un écosystème d'extensions qui est très énorme pour Python, Pylance, Jupyter, Beautifiers, etc. Aussi, VS Code, il est multiplateforme. Tout simplement multiplateforme, c'est pour dire que vous pouvez l'exécuter sur différentes operating system, c'est-à-dire système d'exploitation. Que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Windows, que vous soyez sur macOS, vous pouvez utiliser VS Code en fait. Et d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit, c'est un logiciel généralement open source, ça s'exécute, généralement, ça s'exécute sur différents, c'est multiplateformes en fait. Juste quelques limites de VS Code, en fait, c'est sa force et c'est sa faiblesse. La force, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'extensions en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du projet sur lequel vous travaillez ou la tâche que vous voulez réaliser. Vous allez devoir installer l'extension correspondante pour vous permettre de travailler correctement. Mais pour un débutant, ça peut être compliqué. Par exemple, imagine, je suis débutant, je veux exécuter du code. Python, c'est facile. Juste une ou deux extensions à installer. Mais où je vais exécuter du code C ou C++, là, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses à installer. Il suffit pas juste de rentrer ici, chercher C++ et installer. D'abord, tu vas devoir installer un compilateur. Bon, parce que bien sûr, c'est un langage qui est compilé tout ça. Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Bien sûr, ça dépend. Mais bon, voilà quoi. Donc, la configuration initiale, elle peut être un peu technique pour les débutants et ça peut nécessiter plusieurs. Voilà. Et souvent aussi, comme je l'ai dit, c'est l'une de ses forces, le fait d'avoir plusieurs extensions. C'est aussi l'une de ses faiblesses. Pourquoi? Parce que pour certains projets, vous allez avoir à installer plusieurs extensions, plusieurs plugins. Et ça rend le logiciel plus lourd en fait. Donc c'est un peu ça pour Visual Studio Code. Mais regardez, vu que je travaille directement sur Visual Studio Code, je vais vous montrer les fonctionnalités pour ceux qui l'ont jamais utilisé. Par exemple, là vous voyez, je suis dans mon repo, que j'ai nommé Xams Python. Donc avec VS Code, c'est très simple. Imaginez, je veux créer un nouveau fichier avec une extension Python. Bon, allez, nouveau fichier. Je l'ai en anglais, mais même en français, vous allez voir, c'est le même truc. Je vais juste taper le nom du fichier. Je mets par exemple extension.py. Je le crée, il va me demander le répéteur. Par exemple, je vais créer un nouveau fichier, test.
test.py. Test.py. Donc, il va me créer le fichier et je peux commencer, par exemple, à écrire mon code tranquillement. Aussi, bon, vous pouvez créer un fichier, supprimer le fichier, modifier tout ça. Donc, vous voyez, il y a plein de l'enregistrer. Et en fait, pour chaque action que vous voulez réaliser sur un fichier, généralement, il y a ce qu'on appelle des raccourcis, des shortcuts, des raccourcis pour le faire. Créer un nouveau fichier, CTRL-N, sauvegarder le fichier, CTRL-S, tout ça. Ça, c'est la connaissance informatique de façon générale. Ensuite, alors, éditer le fichier, vous pouvez revenir en arrière, couper du texte, coller du texte, tout ça, chercher du texte. Sélection, alors, expand, pas grand chose. La vue, alors ici, c'est juste pour configurer, par exemple, la taille, le zoom, enfin, zoomer sur le texte. Par exemple, je vais là, imaginez, je veux zoomer sur mon texte, je vais faire zoom in, voilà, apparence. Je vais revenir à ma taille normale. Alors, il y a d'autres, comme je vous... Et en fait, une autre, en fait, je ne veux pas vous montrer tous les points qu'il y a sur VS Code parce que sinon, on va faire une séance de 5 heures. Mais quand même, regardez là, il y a une fonctionnalité de VS Code qui est très importante. C'est ce qu'on appelle le terminal. Le terminal, tout simplement, c'est quoi? C'est... Excusez-moi. Il s'ouvre. Alors, un terminal, c'est bien sûr c'est quelque chose on va voir encore une fois en détail. Mais en fait, le terminal, ça vous permet d'exécuter du code. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'ai tapé quelque chose pour exécuter mon code Python afin qu'il puisse s'afficher. J'avais dit quelque chose du genre Python et j'ai mis le nom du fichier pour qu'il puisse afficher le code. C'est pour exécuter le fichier généralement. Donc, le terminal, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est un outil qu'on va utiliser. Pardon, j'arrive. Vous m'excusez, il y avait beaucoup de bruit dans l'appartement. Alors, je continue. Donc, je disais, en fait, le terminal, c'est juste une petite interface graphique qui va vous permettre généralement de... Ceux qui ont un peu fait du Linux, vous savez c'est quoi un terminal. En fait, d'exécuter le code, de naviguer à travers les fichiers et tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas un truc primordial à savoir, mais juste retenez ce mot-là, terminal, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus tard. Ensuite, alors ici, pour rechercher des fichiers, supprimer des fichiers, et aussi, ça c'est quelque chose que je vous ai pas montré, c'est l'intégration native avec Git. On a vu Git et GitHub lors de la dernière séance. Je vais vous ai montré comment, par exemple, créer un commit sur Git et tout ça. Mais vous pouvez effectivement faire ça également à partir de VS Code. Ça aussi, c'est une extension que j'ai installée pour pouvoir avoir, bien sûr, accès à ça. Il y a le debugger pour voir les erreurs, les extensions, test, Postman. Donc, vous voyez, il y a plein de fonctionnalités au niveau de VS Code. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, je reviens à ma liste d'outils, à ma liste d'IDE. Donc, le dernier outil, le troisième et le dernier que je vous présente là, c'est Anaconda. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont intéressés par la data science ou le machine learning parce que c'est l'outil le plus utilisé également dans ce domaine-là. Alors, Jupyter, c'est quoi? Jupyter, en fait, c'est tout simplement c'est également un environnement. C'est un environnement, mais en fait, la différence, c'est que avec Jupyter, au lieu d'écrire, je vous montre rapidement, au lieu d'écrire du code Python, où est mon exemple? Oui, au lieu d'écrire du code Python comme en séquence, c'est-à-dire, vous voyez là, j'écris tout en vrac, c'est-à-dire dans un seul même fichier. Et en fait, ce que je fais, je veux pas sauter les étapes, mais ce que je fais ici, c'est quoi? Quand par exemple j'exécute ce fichier, quand je fais ça, j'essaie d'exécuter ce programme Python là, il va exécuter tout le fichier en même temps, c'est-à-dire il va exécuter toutes les lignes. Je vous ai dit en fait, lors de la première séance, quand je vous ai expliqué c'est quoi la différence entre un langage compilé et un langage Python, il est quoi? Il est interprété. Donc la différence c'est quoi? C'est que le langage interprété, il va exécuter le code ligne par ligne. Mais le langage compilé d'abord, bon, je ne vais même pas rentrer dans le langage compilé, juste le langage, comme je l'ai dit, Python, c'est un langage interprété. Donc, il va exécuter le code ligne par ligne. Par exemple, là, il va exécuter d'abord cette ligne. Ensuite, là, les fonctions, c'est un cas particulier. Il ne va pas exécuter la fonction à partir du moment où je ne l'appelle pas. Là, je l'ai appelé, etc. Juste, c'est ça. Et c'est ce qui est affiché ici. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la différence avec les notebooks Jupyter, c'est ça. C'est que
avec les notebooks, vous n'avez pas besoin d'écrire tout un code et d'exécuter tout le code. Vous pouvez séparer le code, par exemple, exécuter cette première partie ou cette première ligne, ensuite exécuter une seconde partie. Et d'ailleurs, je vous le montre, c'est un petit secret, j'espère que ça va rester entre nous. Euh, pas un secret en tant que tel. En fait, ce que j'utilise actuellement pour le cours, pour ce cours-là, vous voyez, tout ça, peut-être vous vous êtes demandé qu'est-ce que j'utilise. En fait, c'est ce qu'on appelle un notebook Jupyter. Jupyter a créé ce concept de notebook là pour permettre en fait de bien formater, de bien organiser les codes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous dis c'est ce qui est le plus utilisé en data science parce que en sciences de données, il faut partager son notebook avec les gens, expliquer son travail. Donc, ce que les développeurs ont trouvé de mieux pour faire cela, c'est les notebooks Jupyter. Et les notebooks Jupyter, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, il y a deux parties principales dans un notebook Jupyter. Il y a la partie code et il y a la partie texte. Texte, c'est ce qu'on appelle Markdown, en fait. C'est Markdown aussi, c'est un autre langage, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Donc, c'est-à-dire, dans un seul même fichier Python, vous pouvez exécuter de code et écrire du texte. Par exemple, là, vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est du texte. C'est un fichier Markdown, en fait. Mais je peux écrire aussi du code Python directement ici. Par exemple, écrire print, j'écris programme, test, j'écris programme test. C'est ça, bon, je dois choisir l'environnement et tout ça, c'est pas bien grave. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est un exemple de feature de Jupyter. Juste, je vous montre ça, mais en principe, c'est quelque chose qu'on doit voir là. Vous voyez, il affiche directement le résultat là. Et je peux encore utiliser, créer un markdown. Ça, c'est juste un texte simple. Je vais dire test, titre. Ça, par exemple, c'est juste c'est du texte en fait. Juste pour vous dire, je reviens rapidement à Jupyter, c'est ça. Donc, je disais, Jupyter, en fait, c'est un environnement. Ça peut être un environnement simple, ça peut être intégré dans un autre IDE, comme Anaconda, ou bien même VS Code. Mais juste retenez, Jupyter, c'est juste un outil, un environnement de développement qui permet de créer ce qu'on appelle des notebooks. Et les notebooks, ça par exemple, ce que je vous ai montré, c'est un notebook. Mais bien sûr, vous voyez que là, je suis pas sur Jupyter, c'est en fait VS Code, mais VS Code peut intégrer Jupyter. Donc, c'est ce que je vous disais, VS Code, il est tellement puissant qu'il peut utiliser les fonctionnalités d'autres éditeurs de code. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, les avantages de Jupyter, simplement, on a une interface web interactive, des codes, des graphiques et tout ça. On exécute du code par cellule. Bien sûr, c'est flexible. Et je vous le disais tantôt, c'est utilisé en data. Pourquoi? Tout simplement parce que ça facilite la visualisation et le partage. De toute façon, on va utiliser principalement, c'est les notebooks qu'on utilise en fait pour nos cours ici. Voilà. Et enfin, un support multilangage. Les limites. Donc, les limites de Jupyter, alors, récemment, pour ceux par exemple, ceux qui s'intéressent un peu à la data ou à l'IA, il y a les professionnels commencent à s'écarter un peu de Jupyter, à délaisser Jupyter et à revenir, en fait, au fichier Python classique. Là, je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez deviné. Vous voyez, il y a une différence entre les deux extensions que j'ai créées ici. Par exemple, là, c'est un fichier, j'ai dit exemple, et l'extension, c'est quoi? .py. Donc, ça, c'est un fichier Python classique. Donc, c'est un fichier Python normal. Normalement, c'est ça, en fait, un fichier Python. .py. Par exemple, si c'est du C, c'est .c. Si c'est du C++, c'est du .cpp. Mais avec Python, c'est .py, .py. Ça, c'est comme je le dis, c'est le fichier Python classique. Mais en fait, avec les notebooks Jupyter, donc les notebooks de cet environnement-là, l'extension est différente, bien que c'est du code Python que vous écrivez. L'extension, c'est IPYNB. Donc, IPyNB. Donc, ça, c'est une extension. Mais en fait, ça permet d'exécuter du code Python. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on va travailler principalement sur des notebooks. Vous allez vous familiariser avec ça. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que récemment, les gens ont commencé un peu à s'écarter, surtout les professionnels, ils ont commencé à s'écarter un peu des notebooks pour revenir au fichier Python classique. Mais il y a des raisons pour ça. Je veux pas rentrer dans les détails. Mais juste pour dire que c'est pour des projets très complexes, vous pouvez pas utiliser, en fait, des notebooks Jupyter. Voilà, pour des trucs de visualisation, partager le code, c'est bon. Mais pour des projets assez complexes de machine learning, de MLOps et tout ça, c'est pas le plus approprié. Et voilà, gestion de projet, debug limité, plus limité qu'avec un IDE complet. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, je vous disais, je pense que personne m'a posé la question, personne n'a levé la main. Je parle en fait de Jupyter Notebook, mais il y a un mot qui est là
dont j'ai même pas mentionné jusque-là, Anaconda. Anaconda, en fait, c'est les deux. Anaconda, je vais vous montrer ça directement sur Google. Je tape Anaconda. Anaconda. Je pense que peut-être certains le. En fait, Anaconda, c'est pas, c'est pas le serpent, je vous rassure, c'est pas ça. Alors, tout simplement, c'est en fait un éditeur, c'est un IDE qui intègre Jupyter Notebook. Je vous explique. Alors, je pense là. Déjà, quand vous rentrez, ils vous disent que c'est un système d'exploitation pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout un écosystème, en fait. Et en fait, moi, je ne l'ai pas installé parce que je l'avais sur mon ancien PC. Là, je l'ai plus maintenant. Donc, en fait, Anaconda, on va dire, c'est comme VS Code. Mais si je rentre dans les détails, on va pas s'en sortir. Mais en fait, principalement, ce que Anaconda introduit, c'est l'utilisation des notebooks Jupyter. En fait, c'est eux-mêmes qui ont créé, c'est eux qui sont à la base, ils sont à la source des notebooks Jupyter. Donc, ces notebooks dont je vous parle là, par exemple, cet exemple de notebook, c'est eux qui ont introduit en fait ce paradigme de notebook. Utiliser des notebooks, au lieu d'utiliser du code Python brut, comme ça, sur un seul fichier, exécuter tout en même temps. Donc, on peut alterner entre code et texte, code et texte, code et texte. Donc, c'est eux qui ont introduit ce paradigme-là. Mais ils ont, en fait, Anaconda, c'est toute une multitude d'outils. Il y a Jupyter, vous pouvez retrouver d'autres outils comme Spider et tout ça. Mais c'est pas grave. Anaconda, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent s'orienter, comme je l'ai dit, faire de la data, des analyses de données et tout ça. Mais bon, nous, on va se focaliser sur VS Code pour notre formation Python. Et après, pour les projets appliqués, ceux qui veulent faire par exemple des projets d'analyse de données ou de machine learning, on peut aller vers Anaconda pour faciliter la tâche. Mais principalement, en fait, je termine cette partie-là sur ce point. Principalement, moi, ce que je vous conseille pour cette formation, c'est d'aller avec Visual Studio Code. VS Code, c'est, je pense, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, c'est l'outil le plus utilisé par les développeurs, quel que soit ce que tu fasses du développement web, je sais pas, de l'IA, de la data, tout ça, c'est en fait avec VS Code. C'est l'outil le plus populaire aujourd'hui, maintenant à l'heure où je vous parle. Donc, si vous voulez commencer maintenant, je pense, je vais vous montrer les étapes de l'installation. C'est pas du tout compliqué, c'est très simple d'installer VS Code. Et juste pour résumer cette partie, pourquoi mon texte est comme ça, c'est pas grave. Juste pour résumer cette partie des différents outils. Donc, comme on l'a vu, les points forts de PyCharm, je vous l'ai dit, il est complet, en fait, il est complet pour sa version professionnelle. Bien sûr, il y a des fonctionnalités qui sont réservées à la version professionnelle. Mais la version gratuite, elle n'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, ça gère nativement les environnements Python. Et pour un débutant, vraiment, PyCharm, c'est le plus approprié. Mais malheureusement, avec les problèmes de mémoire et tout ça, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Donc, les limites, c'est ça, il est lourd. Certaines fonctionnalités sont payantes. Alors, VS Code, il est léger. Il est léger à partir du moment où vous commencez pas à installer beaucoup d'extensions et tout ça. Donc, et il est personnalisable. Et d'ailleurs, il est open source, l'une de ses forces. Mais malheureusement, c'est ça. Il nécessite d'installer plusieurs extensions, plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir l'utiliser en fonction de ce que vous voulez faire. Et enfin, Jupyter Notebook, parfait pour la data science, mais il n'est pas très approprié, il n'est pas très adapté pour les projets d'une certaine complexité, donc d'une grande complexité. Donc c'est un peu ça. Et comme je vous l'ai dit, je vous assure, il y a vraiment plein d'éditeurs, il y a plein d'IDE pour coder en Python, il y en a vraiment plein. Je peux en citer Spider, Udl, il y en a vraiment une multitude. Mais en fait, juste choisissez un. Et comme je vous l'ai dit, je vous recommande VS Code. On va aller avec VS Code. Et à partir du moment où vous commencez avec un, vous familiarisez avec un, le plus populaire, voilà, ça va passer crème en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais au moins, vous avez une idée de c'est quoi un éditeur de code, c'est quoi vraiment l'utilité. Parce que imaginez les premiers programmeurs qui utilisaient des éditeurs de texte simples pour programmer comme ça, bah, c'était vraiment très compliqué en fait. Donc, raison pour laquelle il y a eu l'introduction des éditeurs de code. Alors, ok, on va aller maintenant dans le vif du sujet, terminer ça rapidement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui levait la main. La personne peut y aller, hein. Oui, Aruna, tu peux y aller. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui, 5 sur 5. Et bon, c'était juste pour mentionner quelque chose sur Anaconda là. Et je pense qu'il y a Python même là, ouais, puisque bon, nous on a eu à étudier un peu Python.
C'est là-bas qu'on fait notre programmation. Oui, Je sais pas. exactement. Merci beaucoup pour cette ajustement. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne veux pas rentrer dans les détails d'Anaconda. Parce qu'en fait, si on regarde dans le fond, Anaconda, c'est même pas un éditeur de code. On va dire, c'est tout un, je veux pas aller au système d'exploitation. En fait, c'est tout un système d'exploitation. C'est-à-dire, vous allez avoir du Python. Je pense, avec Anaconda, vous avez même VS Code sur Anaconda. Si je ne me trompe pas, si tu as Anaconda, tu peux l'ouvrir. Tu vas très probablement voir VS Code même sur Anaconda. En fait, il est beaucoup plus complexe. C'est tout un écosystème qui est complet, qui regroupe différents outils, différentes fonctionnalités, en fait. Mais principalement, à la base, comme je le disais, à la base, Anaconda, c'est eux qui ont introduit les notebooks. Donc, ce concept de Jupyter. Donc, avant, quand vous utilisez Anaconda, c'était juste parce qu'il y a Jupyter, vous voulez créer des notebooks Jupyter. Mais maintenant, voilà, VS Code, ils ont intégré Jupyter. Il y a même, parce que c'est open source, donc ils ont intégré Jupyter. Et Anaconda aussi, ça s'est complexifié maintenant. Vous pouvez utiliser Python simplement, avec Spider notamment. Spider aussi, c'est un éditeur, un IDE qui est complet, qui est intégré dans Anaconda. Et voilà, même VS Code, vous allez retrouver VS Code sur Anaconda. Donc vraiment, Anaconda, c'est tout un écosystème qui est complexe, mais j'ai pas voulu entrer dans les détails de cette complexité-là. Je sais pas, ils ont probablement expliqué ça ici. Je vais voir. Alors, produit, la distribution. Je veux juste voir. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, donc, sur Anaconda, donc, vous voyez, il y a Jupyter. Bon, ça, c'est des packages Python, mais quand même, TensorFlow, PyTorch, Matplotlib. Voilà, donc, Anaconda, il y a Conda, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Qu'on va introduire, pas voir, introduire tout à l'heure. Il y a un navigateur. Bon, c'est tout un écosystème. Mais je ne veux pas en fait rentrer dans cette complexité. Alors, je continue. Merci beaucoup, Aruna, pour cet ajout-là. Donc, pour l'installation de Python, bon, pour ceux qui n'ont pas encore installé Python, je vais aller rapidement. Tout simplement, vous tapez sur, je sais pas moi, sur Google, ou si vous utilisez un autre moteur de recherche, DuckDuckGo, je sais pas moi, Python, vous tapez Python, le premier lien qui s'affiche, voilà, vous allez rentrer là-bas. Bien sûr, alors, je préfère que vous installez Python avant d'installer VS Code, même si c'est pas grave d'installer VS Code avant, mais juste comme mesure de précaution, installez d'abord Python, parce que Python, c'est le langage qui va vous permettre en fait d'exécuter les fichiers. Vous pouvez ne pas utiliser VS Code, mais vous pouvez exécuter des fichiers Python. C'est-à-dire que Python est nécessaire. Si vous, par exemple, pour clarifier les choses, si vous n'installez pas Python et que vous installez VS Code, vous ne pourrez pas exécuter du code Python. Mais si vous installez Python et que vous n'installez pas VS Code, vous pouvez exécuter du code Python. Juste, ne faites pas cet amalgame. Les deux, en fait, c'est pas pour dire que les deux ne sont pas liés, mais l'un dépend de l'autre. VS Code dépend de Python. Donc, commencez par installer Python. Le site officiel, vous rentrez Download, vous choisissez votre système d'exploitation, notamment Windows. Bah, voilà, la dernière version, the latest, vous pouvez rentrer là. Je pense que juste en bas, vous pouvez le télécharger directement ici. La dernière version, c'est Python 3.13. Donc, vous l'installez. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser vous occuper de ça. Pour ceux qui ne l'ont pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Je pense même si je clique directement là, il va me télécharger ça sans que je n'ai... C'est ça. Mais je ne vais pas... Et en plus, il n'est pas si lourd que ça, juste 27 mégas. Donc, une fois en fait que vous téléchargez le Python, bah, vous êtes obligé, ou bien on laisse, j'y vais. Je le laisse s'installer, juste pour vous montrer en fait. Parce que je pense que j'ai pas cette dernière version de Python. Je pense bien. Donc, rapidement. Donc, en fait, une fois que ça sera téléchargé, vous allez retrouver ça dans le dossier de téléchargement. Vous allez l'installer. Mais en fait, il y a un certain... La raison pour laquelle je veux en fait refaire l'installation avec vous, parce que souvent les gens commettent des erreurs lors de l'installation et ils ne lisent pas, c'est ça, même moi je suis comme ça, ils ne lisent pas en fait les instructions, ils installent et après pour utiliser ça devient compliqué. Il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire lors de l'installation pour permettre en fait une utilisation plus adéquate, plus facile en fait après. Donc par exemple là j'y vais directement. Alors, il s'est installé. Je vais vous montrer le téléchargement. Alors. Bon, là, il va me dire est-ce que je veux modifier le système. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que j'ai déjà ce même Python qui est installé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais peut-être dû
prendre une autre version, mais c'est pas grave, je vais pas l'installer, je vais juste vous montrer les étapes d'installation. Comme ça, pour ceux qui l'ont pas encore fait, ils vont le faire. Donc, une fois que vous allez next, ils vont vous demander, est-ce que vous voulez installer la documentation en même temps que le langage? Bien sûr, cochez tout, alors, sauf, oui, vous pouvez cocher ça aussi, tout, cochez tout. Donc, sauf bien sûr celui-là. Alors, lui, en fait, c'est pour dire, est-ce que vous voulez parce que vous savez, sur les PC, généralement, il peut y avoir plusieurs utilisateurs. Vous pouvez être l'administrateur ou l'utilisateur principal. Ça dépend de votre système d'exploitation. Par exemple, sur Windows, vous pouvez être un utilisateur, mais vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. Donc, est-ce que vous voulez... Cette partie, c'est pour savoir, est-ce que vous voulez utiliser Python pour vous seul, pour l'utilisateur actuel, ou bien pour tous les autres utilisateurs du PC. Mais bon, on y va. Ensuite, la même question qui est là. Alors, en fait, c'est cette partie la plus importante lors de l'installation de Python. Vous devez en fait absolument ajouter ça. Add Python to, moi je l'ai en anglais, add Python to environment variable, c'est-à-dire ajouter Python aux variables d'environnement. C'est ça, c'est le nom en fait. Parce que si vous ne faites pas ça maintenant, lors de l'installation, vous serez obligé de faire ça manuellement après pour permettre par exemple à VS Code d'exécuter le code Python. Ou bien souvent vous allez ouvrir un terminal, je vous ai un peu parlé du terminal pour exécuter du code, et il va vous dire qu'il ne trouve pas Python. Alors que pourtant vous avez installé le Python, mais il vous dit il trouve pas le Python, tout simplement parce que vous n'avez pas configuré la variable d'environnement path chemin PATH qui permet en fait aux terminaux ou aux éditeurs de code de retrouver où est-ce que vous avez installé le Python en fait. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui ont déjà installé, j'espère que vous avez coché ça. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, prenez garde, cochez cette section là, cette case add Python to environment. Si vous le faites pas, si vous avez déjà installé, c'est pas grave, vous pouvez le faire manuellement. Alors, je veux pas, non, vous pouvez le faire manuellement en fait. Par exemple, en tapant environnement, voilà, modifier les variables d'environnement. Je veux pas, ça va complexifier les choses, mais c'est pas grave, vous pouvez en fait le faire manuellement après. Mais c'est mieux lors de l'installation de le faire directement. C'est ça. Donc, ensuite, je continue. Bon, je vais pas l'installer parce que je l'ai déjà installé. Je pense que c'est juste les deux fichiers qu'il faut cocher. Associate files with Python et ensuite créer les trois plutôt. Ça, create shortcuts, c'est optionnel, mais en tout cas, cette case, il faut la cocher en fait. Donc, c'est tout. Moi, je l'ai déjà installé, je vais pas casser ce que j'ai déjà fait. Donc, une fois que vous avez Python installé, c'est bon. Alors, une chose que vous pouvez faire dès maintenant, pour ceux qui ont suivi les étapes avec moi, ou bien pour ceux qui ont déjà installé Python, vous pouvez utiliser, entrer sur votre terminal, même si vous n'avez pas encore VS Code, par exemple, tapez PowerShell, ou bien CMD, celui que vous préférez, si vous l'invite de commande en fait. Juste ouvrez un terminal et vous tapez par exemple Python version, pour voir en fait quelle version de Python vous avez. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la version la plus récente. Ça m'étonne même d'ailleurs. J'ai la version la plus récente. Donc, vous pouvez taper cette commande-là pour voir en fait quelle version de Python vous avez. Et ça vous confirme en fait que oui, vous avez installé Python. Si Python n'est pas encore installé sur votre machine ou bien est mal installé, quand vous allez taper cette commande, il va vous générer une erreur. Il va vous dire que la commande Python n'existe pas. Donc, vous pouvez taper dès maintenant la commande pour tester, voir est-ce que votre installation de Python est correcte. Déjà, est-ce que vous avez Python? Est-ce que votre installation de Python est correcte? Si ça c'est fait, si cette étape est passée avec succès, on peut aller maintenant à VS Code. Donc, le site de VS Code aussi, c'est pareil. Tapez VS Code ou bien Visual Studio Code, comme vous voulez, sur votre moteur de recherche préféré. Et le premier lien qui s'affiche, vous rentrez dedans et le bouton Download for Windows, donc vous le téléchargez pour, bien sûr, je pense que personne n'a Mac OS, personne n'a Linux ici, donc vous téléchargez sur Windows. Bon, je vais pas le faire aussi, parce que ça serait une répétition inutile. Ou bien je le laisse et je vous montre. Mais VS Code, c'est vraiment très simple. À partir du moment où vous cliquez Install, il va tout faire. Il n'y a pas de configuration particulière à faire pour VS Code. Donc voilà, vous pouvez, c'est rapide. Comme vous regardez la différence entre VS Code ici, qui ne pèse que 103 mégas, et PyCharm, qui pèse jusqu'à 620 mégas. C'est ce que je vous disais, PyCharm, il est vraiment très lourd. Alors, on continue. Oui, une question, allez-y. Oui, Nasser, vas-y. Moi, j'ai installé PyCharm, mais chez moi, c'est 800 mégas apparemment.
Alors, 800 mégas, est-ce que c'est le 800 mégas? Le 800 mégas, est-ce que c'est le fichier, le exe, c'est-à-dire le fichier de base, ou bien c'est après installation que tu as les 800 mégas? Non, et en téléchargeant, ils ont affiché 800 mégas. Alors, Bon, peut-être que tu as pourquoi tu as dit utilisé... 600 mégas? Oui, alors, attends. Peut-être que tu as utilisé une version qui est plus ancienne. Attends, on vérifie ensemble. On vérifie ensemble. PyCharm, JetBrains. Parce qu'il y a plusieurs versions. Comme tu as vu au niveau de Python, tu peux avoir plusieurs versions en fait pour un même logiciel. Alors, PyCharm, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment très très longtemps que je suis rentré sur le site. Je pense qu'il y a quelque part où on peut voir les versions. What's new? Je vais dans Download. Ok. Alors, tu as installé la version Windows ou bien Windows ARM 64. Windows ou bien Windows ARM 64. Windows tout simplement. Ouais. Bah, écoute, c'est pas bien grave si la taille elle est différente parce que ça, t'as installé ça quand? Quand est-ce que tu as fait le téléchargement? Bon, avant la séance. C'est-à-dire cette semaine. Ouais. Ah ouais, quand même, bizarre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer de télécharger PyCharm pour voir on a quelle taille chez lui? Quelqu'un d'autre peut tester? Parce que si tu as 800 mégas, c'est vraiment bizarre. Là, on a la version macOS, la version Linux. Ou bien, à moins que ce que moi je suis en train de télécharger, non, c'est pas compressé. C'est pas compressé. Mais c'est pas bien grave. Mais tu as installé et tu as testé, ça marche? Ça marche. Ok, donc c'est bon. Quelqu'un d'autre va vérifier pour voir est-ce que c'est moi qui suis sur le mauvais site ou sur la mauvaise version. Mais bon, quand même, je pense que c'est pas bien grave. Donc, voilà, une fois que vous avez... Bon, là, c'est juste les étapes que je vous ai montrées. Et j'ai vraiment insisté ici sur le fait de cocher la case Add Python to Path. Parce que si vous ne l'ajoutez pas, vous allez avoir des problèmes après. Vous allez devoir configurer ça manuellement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette erreur. C'est pas grave. Si vous voyez que vous n'avez pas coché ça lors de l'installation, vous pouvez faire deux choses, soit désinstaller et réinstaller, soit vous allez en fait le faire manuellement. Pour le faire manuellement, je ne veux pas perdre beaucoup de temps, je peux vous montrer ça rapidement à la fin, ou bien vous pouvez me contacter, je vais vous montrer en fait rapidement comment le faire manuellement. C'est pas du tout compliqué. Donc, et je vous ai montré aussi comment vérifier que l'installation est bonne. Python-version sur un terminal. Vous pouvez utiliser, comment on appelle ça, vous pouvez utiliser l'invite de commande ou bien PowerShell, comme vous voulez. Alors oui, quelqu'un a levé la main, allez-y. Nasser, vas-y. Ouais, apparemment, je vois dans le chat, au moins deux personnes, eux aussi c'est 800. Ah ouais, donc c'est que c'est moi qui ai la mauvaise version. Ouais, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, je continue. Bon, on a déjà dépassé l'heure pour le cours. C'est pas grave. En fait, le concept auquel je voulais introduire ici, donc il y a deux choses qu'on n'a pas encore fait. Première chose, c'est les environnements. En fait, trois choses maintenant. Les environnements virtuels, les package managers et le premier programme. C'est pas grave. Rapidement, je vais vous introduire c'est quoi les environnements virtuels. Et ensuite, on va voir ça vraiment en détail parce que c'est un concept qui est très très important en Python. Dans les autres langages, c'est pas quelque chose qui est vraiment très courant, mais en Python, c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous venez d'installer Python ou si vous avez installé Python, vous l'avez installé directement sur votre machine. C'est ça. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des packages, des librairies. On va voir ça quand on va voir la programmation orientée objet qui viennent avec Python. Mais il y a des librairies que vous avez besoin d'installer vous-même. Par exemple, imaginez vous voulez faire du développement web, du développement back-end. Vous aurez besoin, par exemple, d'installer une librairie ou une bibliothèque. Bon, il y a aussi une différence entre les deux termes. On va voir ça. Par exemple, Django ou bien Flask pour faire du back-end avec Python. Mais pour le faire, ça vient pas directement avec Python. Il suffit pas juste d'installer Python pour avoir toutes ces librairies-là. Il faut que vous fassiez l'installation vous-même. Et généralement, comme bonne pratique, c'est vraiment déconseillé d'installer directement les packages sur le Python ou bien sur l'environnement global de votre PC. Pourquoi?
Parce que imaginez, et je vous l'ai dit, il y a des librairies, et il y a aussi des versions de ces librairies. De la même façon dont les logiciels ont différentes versions, les librairies ou les bibliothèques également ont différentes versions. Donc, imaginez Python. Python, il vient avec, je sais pas, Django, c'est faux. Python ne vient pas avec Django, mais je prends juste un exemple. Imaginez Python vient avec Django version 3.5.10 comme ça, et vous installez, vous avez besoin en fait de la version 3.15.25. Vous allez installer sur votre machine principale. Ça va causer ce qu'on appelle des conflits en fait sur votre PC. Et c'est ce que je vous dis, comme bonne pratique, c'est vraiment déconseillé d'installer les bibliothèques pour un projet spécifique directement sur votre machine. Aussi, une deuxième raison qui motive l'utilisation des environnements virtuels, c'est quoi? En fait, c'est toujours dans le même contexte, le même cadre d'éviter les conflits. Mais en fait, imaginez, moi je travaille dans un premier temps sur un projet de développement back-end, on reste toujours sur le même exemple. Et j'ai un deuxième projet d'intelligence artificielle, donc je veux développer des modèles d'IA. Ces deux projets qui sont différents, qui n'ont absolument aucun rapport. Ce que je vais faire, c'est quoi? Si j'installe d'abord les packages dont j'ai besoin pour mon projet de développement web, et ensuite j'installe les packages dont j'ai besoin pour mon projet d'IA, il peut y avoir des conflits en fait. Donc, pour éviter ces problèmes de conflit, ce qu'on fait généralement, il faut trouver un moyen de séparer. En fait, c'est pas une séparation matérielle, c'est pas une vraie séparation, c'est une séparation qu'on dit virtuelle en fait. Donc, pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi la virtualisation avec les machines virtuelles et tout ça, en fait, c'est une séparation virtuelle entre différents projets que vous voulez exécuter. Donc, par exemple, pour mon premier projet de développement back-end, je vais créer ce que j'appelle un environnement virtuel avec les packages installés uniquement sur cet environnement-là. Et pour mon deuxième projet d'intelligence artificielle, je vais faire pareil. Je vais créer un environnement virtuel toujours et je vais installer les packages, les outils dont j'ai besoin dans cet environnement virtuel-là. Donc, pour éviter, je répète, pour éviter les soucis de collision, les soucis de conflit entre... En fait, c'est pas seulement entre les packages. Souvent aussi, ça peut être des conflits entre les différentes versions de Python. Parce que avec un environnement virtuel, vous pouvez... Ça va dépendre du package manager que vous utilisez. De toute façon, on va voir ça, c'est pas... ne vous en faites pas. Vous pouvez en fait installer deux versions différentes de Python sur votre machine, mais à condition en fait d'utiliser des environnements virtuels. Par exemple, il y a un package manager, un gestionneur de paquets qui s'appelle Conda, à ne pas confondre avec Anaconda. Conda qui va vous permettre en fait de créer des environnements virtuels mais d'utiliser des versions de Python différentes. Par exemple, imaginons pour mon projet de back-end, j'ai besoin de Python 3.10, donc une ancienne version de Python. Donc, je vais créer un environnement virtuel avec cette version spécifique de Python. J'installe mes librairies dont j'ai besoin et je travaille correctement. Et imaginez pour mon projet d'intelligence artificielle, j'ai besoin des packages les plus récents, j'ai besoin de la version la plus récente de Python. Donc, je crée un environnement virtuel, j'installe cette version de Python sur cet environnement-là. Et je travaille, j'installe mes bibliothèques correctement. Donc, en fait, je pense que là, vous comprenez un peu. En fait, c'est bien en fait qu'on en parle maintenant, mais ça aurait été mieux si vous essayez vous-même et que vous rencontrez des conflits de package et tout ça. De toute façon, ça va venir. Vous allez, c'est sûr, même avec ces bonnes pratiques que j'introduis dès maintenant, vous allez rencontrer des conflits. Et en fait, la solution, généralement, c'est d'utiliser un environnement virtuel, en fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, avec PyCharm, vous ne vous cassez pas la tête à créer des environnements différents pour vos projets. À partir du moment où vous cliquez sur un nouveau projet, il va créer l'environnement virtuel, vous allez travailler. Si vous cliquez sur un autre projet, il va changer. Il fait ça automatiquement. Mais avec les autres éditeurs de code, notamment VS Code, vous êtes obligé de le faire vous-même. Donc, juste ça, c'est une introduction, juste pour que vous ayez une idée de c'est quoi un environnement virtuel. On va y revenir lors des prochaines séances, surtout quand on va commencer à utiliser, après la PO, on va commencer à utiliser certains packages, NumPy, Panda, etc. Donc, on va rentrer en détail, on va voir en fait concrètement comment utiliser comment créer, activer, utiliser, modifier, désactiver les environnements virtuels en fait. Mais c'est ça. Donc, généralement en fait pour créer des environnements virtuels, il y a deux outils principaux. Il y en a plusieurs en fait, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, les deux outils les plus, parce que les plus populaires, les deux plus populaires avant un certain temps, parce que récemment il y a d'autres
dont la cote de popularité a augmenté, je pense notamment à UV. Donc, les deux les plus populaires, les plus classiques, c'est VNV, donc Virtual INV, je vous montre ça. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on va le voir, Virtual INV, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Virtual INV qu'on abrège généralement en VNV. Donc, VEN, peut-être vous avez déjà vu ça. Et le deuxième, c'est Conda. Conda, comme je l'ai dit, c'est à ne pas confondre avec Anaconda. Conda, c'est un outil en fait de gestion d'environnement virtuel, de package, etc. Donc, ça, juste pour vous introduire ce concept d'environnement virtuel là, les package managers. Les package managers, en fait, c'est juste pour vous permettre d'installer, de gérer les bibliothèques, les librairies que vous aurez. Tout ça, faut pas se casser la tête. C'est une introduction juste pour que vous ayez une idée de comment ça va se dérouler après. Mais ça, c'est des trucs qu'on va le voir vraiment en détail. Surtout la commande classique standard pip. À chaque fois qu'on va vouloir installer une bibliothèque, on va utiliser pip quelque chose, pip quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, ces deux points-là, rappelez-vous, on va les revoir en détail. Environnement virtuel, comment créer, activer, supprimer un environnement virtuel. Également, comment installer les librairies. On va principalement utiliser VNV et Conda. Pour ces deux-là que j'ai cités, VNV et Conda, pour la gestion des environnements virtuels. Et pour les package managers, on va utiliser pip et encore Conda. Parce que Conda, il permet de gérer les environnements virtuels, mais également d'installer un certain nombre de librairies. Pas toutes, mais quand même un bon nombre de librairies. Alors, ça, c'est, je conclus, alors, ça conclut cette première partie. Alors, conclut cette partie d'installation. J'espère que tout est bien clair. Alors, avant qu'on se sépare, j'aimerais quand même c'est vrai qu'on a déjà écrit un petit programme, mais je ne vous ai pas encore expliqué concrètement qu'est-ce que mon programme a fait. Donc, avant d'y aller pour le premier petit programme, c'est juste ça, prendre moins de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que tout est clair? Il n'y a pas de questions sur la partie de l'installation de Python? Ok, parfait. Alright. Donc, en fait, c'est une partie, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Ce que je vais faire, alors, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être ceux qui seront les plus curieux, ils vont aller consulter ça. En fait, c'est un article que j'avais écrit, je sais plus, c'était quoi, en janvier 2023. C'est juste une initialisation à Python. Je m'en inspire même d'ailleurs pour ce cours-là, parce que j'écrivais beaucoup d'articles auparavant. Donc, en fait, là, c'est en fait juste un premier programme, une initiation à la syntaxe de Python. Bon, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Alors, donc, ce que je vous ai montré tantôt au niveau de ce fichier Python là, c'est quoi? En fait, j'ai principalement j'ai créé une fonction, j'ai affiché, disons, du texte brut. Écoutez, oubliez ce que j'ai écrit ici, définition, oubliez tout ça. On va juste se focaliser sur ça. On va juste se focaliser sur ce que j'ai écrit premièrement, la première ligne que j'ai écrite ici, mon premier programme. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tâche, qu'est-ce que je vais dire ça? La tâche de base que vous pouvez demander à un programme informatique, à un langage de programmation de faire pour vous, c'est d'afficher du texte sur l'écran. Et quand je dis sur l'écran, c'est pas sur l'interface graphique de l'écran. Juste, vous allez, c'est comme un écho. C'est-à-dire, vous allez dire, dis-moi ça, dis-moi bonjour, il va te répondre bonjour. Dis-moi bonsoir, il va te répondre bonsoir. C'est-à-dire, la tâche de base que vous pouvez demander à un programme informatique de vous faire, c'est d'afficher quelque chose à l'écran, en fait. Donc, d'afficher un texte ou un message à l'écran. Donc, et pour cela, on va bien sûr, on va revoir bien en détail les tenants et les aboutissants de la syntaxe de Python, notamment. Mais en fait, en Python, il y a plusieurs fonctions intégrées, prédéfinies qui sont là. Et la première fonction, la plus simple, la plus basique, c'est cette fonction print là. Donc, une fonction, c'est tout simplement un print, comme je le dis, c'est une fonction qui est prédéfinie. Vous pouvez utiliser les fonctions prédéfinies en Python, ou bien vous pouvez aussi créer vos propres fonctions. Ce que je vous ai montré, l'exemple que j'avais pris, vous avez vu, j'ai créé une fonction moi-même en fait. Mais généralement, pour commencer, on utilise les fonctions qui sont prédéfinies. Et la fonction, comme je le disais, la fonction la plus base, la plus basique, la plus simple que vous pouvez utiliser, c'est la fonction print. Print tout simplement pour afficher un texte, un message à l'écran. Alors, voici ce que je vais faire. Donc, print hello world, je vais prendre ça. Je vais dans mon éditeur de code préféré.
VS Code notamment, et je mets ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, alors, là, peut-être pour reprendre, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que souvent, ça peut rentrer et ça ne reste pas. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. Donc, mon premier programme. Mon premier programme. Donc, je le nomme comme ça, mon premier programme. L'extension, je vous l'ai dit, l'extension avec Python, c'est .py. Donc, j'écris .py. Ça crée un fichier Python normal. Qu'est-ce que je fais? Je fais un print hello world. Donc, print hello world. En anglais, print, ça veut dire imprimer. Littéralement, c'est imprimer. Mais ici, c'est juste pour dire afficher. Donc, affiche-moi ce texte à l'écran. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai créé un nouveau fichier. Alors, il y a deux manières d'exécuter du code Python. Principalement, surtout quand vous utilisez un IDE, il y a deux manières d'exécuter un code Python. Donc, vous pouvez utiliser les fonctionnalités intégrées de l'éditeur de code. Par exemple, là, sur VS Code, vous avez un bouton qui va vous permettre d'exécuter ce code-là sans vous casser la tête. Donc, ici, c'est ce bouton-là. Regardez, quand je fais ça, il me dit run file, c'est-à-dire exécuter. Run, c'est courir, mais dans ce cas spécifique, c'est pour dire exécuter le fichier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça, exécuter le fichier. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? En fait, ce qui s'est passé là, c'est quoi? Je vous ai parlé lors de la première séance de comment se fait l'interprétation avec Python. Bien sûr, ligne par ligne, c'est-à-dire il va aller. Ici, je n'ai qu'une seule ligne, certes, mais là, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a regardé qu'est-ce que j'ai voulu faire et il a appliqué juste ce que la fonction doit faire. La fonction ici, print, prend, je ne veux pas encore entrer dans cette, prend pour argument, voilà, hello world. Donc, il va prendre un texte et afficher ce texte-là directement à l'écran. Et si vous remarquez, j'ai ce texte-là ici. Hello world. Donc, il m'affiche directement ce que j'ai mis en temps. Donc, je peux mettre hello, je sais pas, hello everyone. Voilà, je l'exécute. C'est la même chose. Donc, hello everyone. Il change le message en fait. Donc, c'est juste pour afficher un message. Mais en fait, comme vous l'avez vu, il n'affiche pas le message graphiquement. Pour afficher un message graphiquement, il faut utiliser d'autres choses. Mais là, il affiche ça au niveau du terminal. Je vous ai introduit un peu à la notion de terminal. En fait, le terminal, c'est juste, comme son nom l'indique, c'est un terminal. C'est-à-dire, il permet principalement d'afficher du code, d'afficher la sortie de code. C'est pas seulement en Python, même en C, en C++. Notamment quand vous exécutez un code, il faut afficher ça quelque part. Et ça s'affiche généralement au niveau du terminal. Mais le terminal, c'est pas seulement fait pour afficher, voir la sortie de programme ou de code. C'est aussi fait en fait pour exécuter ce code-là, modifier même des fichiers. En fait, le terminal, c'est vraiment une notion centrale en informatique, surtout pour ceux qui utilisent des systèmes d'exploitation comme Linux. Parce qu'il y a des systèmes d'exploitation, imaginez un PC, vous achetez un nouveau PC, vous l'allumez et il n'y a qu'un terminal. Il n'y a pas d'interface graphique en fait. L'informatique, en fait, pas l'informatique, mais les systèmes d'exploitation, ça se base en fait sur ce qu'on appelle des terminaux. Il y a des systèmes d'exploitation qui ne sont que des terminaux en fait. Il n'y a pas d'interface graphique. Ce que vous voyez ici en fait, c'est une interface graphique. Ça, vous pouvez sélectionner, je sais pas, créer des dossiers, voilà, créer des fichiers, déplacer des dossiers et tout ça. Ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'interface graphique. Mais généralement, dans un système d'exploitation, il y a ces deux parties. Il y a la partie interface graphique, il y a la partie terminal. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails, dans cette complexité. Retenez juste que le terminal, il va vous permettre, en fait, avec un terminal, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec l'interface graphique. Imaginez, dans une interface graphique, vous pouvez créer un fichier. Vous pouvez créer, je sais pas moi, un dossier, créer un fichier. Vous pouvez faire la même chose également avec un terminal. C'est juste pour vous montrer en fait la puissance du terminal en fait. Bien sûr, il y a plusieurs types de terminaux, Bash, PowerShell, Git. Il y en a une panoplie, mais c'est pas bien grave. Au moins, vous avez une idée de c'est quoi le terminal. Et maintenant, je vous disais tantôt, il y a deux manières d'exécuter un fichier Python. La première manière, c'est d'utiliser la fonctionnalité intégrée à Visual Studio Code, ici directement. Et l'autre manière, c'est d'utiliser le terminal. Et qu'est-ce que je vais faire au niveau du terminal? D'abord, je vérifie si Python, mon terminal, me confirme que j'ai bien Python. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous allez être étonné pourquoi j'ai une version de Python qui est différente. Si vous vous rappelez, j'avais Python 3.13, 3.13.3 quand j'ai utilisé PowerShell et j'ai tapé Python-version. Mais là, vous allez vous demander pourquoi j'ai un Python. Maintenant, j'ai Python 3.12. En fait, c'est parce que là, j'utilise un environnement virtuel. Donc,
c'est ça. J'ai créé un environnement virtuel pour ce cours-là où j'ai mes packages, j'ai une version différente de Python. Mais ne vous cassez pas la tête, je vais vous montrer, comme je l'ai dit, je vais vous montrer après comment créer ces environnements virtuels et gérer ça. Et là, en tout cas, il me confirme que j'ai Python installé. Et maintenant, comment exécuter mon fichier? Je vais faire tout simplement Python et mon premier programme, je mets le nom du fichier. Je peux faire ça. Alors, je ne suis pas dans le bon répertoire puisque mon fichier est là, mon premier programme. Il est dans ce... Alors, pour exécuter, je peux faire deux choses. Soit je déplace ça et je l'amène ici, ou bien je me déplace. Alors, juste n'essayez pas de comprendre ce que je vais faire ici. C'est pas très important pour vous. Donc, module 00. Juste, je veux me déplacer. En fait, je veux me rendre ici pour pouvoir exécuter le fichier. Parce que le fichier se trouve dans ce répertoire-là. Il faut que j'y aille pour installer. Ensuite, je peux maintenant taper Python. Alors, mon premier programme. En fait, ce que j'ai fait ici, j'ai fait une tabulation. J'ai commencé à écrire le nom du fichier. Il va détecter automatiquement que j'ai un fichier qui s'appelle mon premier programme. Donc, quand je fais tabulation, donc il me complète. Et quand je l'exécute directement, j'ai la sortie du programme. Hello everyone. Et c'est ce que j'ai fait, enfin, j'ai écrit ici. Vous voyez, donc, ces deux manières-là, généralement, bon, les informaticiens, ils vont préférer utiliser le terminal. D'autres vont préférer utiliser, exécuter ça directement à partir de VS Code. C'est vraiment relatif, voilà. Donc, alors, ça, c'est le premier programme. Je vous invite, en fait, à écrire. Déjà, rassurez-vous que vous avez bien installé Python, installez VS Code, essayez d'exécuter un premier programme pour s'assurer que tout est bon, tout est OK. Parce que là, à partir de la séance prochaine, on va, comme le programme nous le dit, alors, je le regarde. À partir de la séance prochaine, on va aller très, très rapidement avec les bases. Donc, comment créer une variable, c'est quoi même une variable, les types de variables, les opérations de base. Je pense qu'on va probablement aller avec ces trois-là lors de la séance prochaine. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1h40, bon, 1h30 comme ça. Donc, alors, je vais pas vous... Si vous voulez, je vais lier l'article là. C'est sur mon compte Medium. C'est pas grave, je peux lier ça directement à la fin du cours d'installation. Mais en tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je sais que, bon, peut-être pour ceux qui ont déjà installé Python, c'est pas... vous n'avez pas appris grand chose peut-être à part la différence entre IDE et environnement de développement et tout ça, mais bon, quand même, au moins là on est sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui débutent vraiment, au moins vous savez comment créer, comment je vais dire ça, comment installer Python, enfin comment créer, installer VS Code, comment créer un fichier Python, etc. Donc là je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde côté logiciel. Donc là maintenant on va aller directement avec Python. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec Python. Le premier programme il est clair, c'est juste un truc très simple. Donc on va essayer d'accélérer lors de la séance prochaine. Donc j'espère que jusque là je coupe l'enregistrement.